Alors, ce que nous, on voit à la Fondation IFRAP, c'est que la médecine libérale par rapport aux autres pays est beaucoup moins développée finalement en part de dépenses. On voit par exemple par rapport aux Allemands, quand on compare, au prorata évidemment avec des chiffres comparables, eh bien on dépense 6 milliards de moins dans la médecine de ville et 11 milliards de plus à l'hôpital. Donc on a déséquilibré notre système depuis des années, de manière assez systématique, avec cette idée qu'il fallait finalement beaucoup plus aiguiller le patient vers l'hôpital que vers la médecine de ville. Et ça a été un choix qui a été sédimenté de gouvernement en gouvernement et qui à la fin donne la situation actuelle que nous connaissons aux urgences avec finalement des patients dont on ne peut pas non plus qualifier totalement ça de bobologie, mais des patients qui souffrent, qui pourraient être reçus en consultation en médecine de ville, mais qui se retrouvent dans la file d'attente des urgences. Ce qui est intéressant avec ce que fait la ministre Agnès Buzyn, c'est qu'elle a bien compris le problème de ce côté hospitalo-centré de notre système. Donc ça, c'est une première par rapport aux précédents gouvernements qui se sont succédés et par rapport à ce qu'on pourrait appeler les différents verbatims sur le sujet qu'on a pu retenir des précédents ministres. On ne va pas revenir sur chacun d'entre eux, mais la plupart se positionnaient vraiment dans une défense systématique de l'hôpital public, plutôt public que privé, plutôt l'hôpital public, face à la médecine de ville. Ça, c'est en train d'évoluer. Malheureusement, la loi santé 2022 ne va pas du tout assez loin pour véritablement rééquilibrer. Alors, il y a des efforts, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais sur le numerus clausus, etc. Donc ça, c'est bien, mais ça va mettre du temps. Et finalement, on ne rentre pas dans le dur complètement de ce qu'il faudrait réorganiser pour véritablement rééquilibrer entre médecine de ville et hôpital. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait sur le sujet de l'organisation finalement des soins en ville, mais aussi à l'hôpital. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est en ville, dans les différents pays qui nous entourent. Et par exemple, les Allemands ou les Pays-Bas, ils ont finalement réorganisé le côté assurantiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fonctionne avec la CNAM, avec donc les caisses primaires d'assurance maladie au niveau départemental. Cette CNAM, qui est maintenant évidemment nationale, qui est presque plus puissante que le ministère de la Santé lui-même, est finalement assureur un peu omnipotent et omniprésent, tout en n'étant pas vraiment manager. Donc à un moment, d'autres pays que le nôtre ont complètement changé les règles en la matière. Ils ont mis en concurrence les caisses, donc mis en concurrence les assureurs. Ils ont créé des réseaux de soins, ils ont régionalisé, ils ont incité avec des doubles systèmes de paiement à la fois par capitation et par paiement à l'acte, tout en gardant le principe du paiement à l'acte, mais en incitant aussi à avoir une vision globale du patient finalement et l'idée de faire peut-être moins de visites, mais avec aussi une incitation sur le résultat pour que les personnes soient mieux soignées et de la prévention. Ce qu'on voit aussi par rapport aux pays qui nous entourent, c'est qu'on est en retard sur la prévention. Tout ce volet prévention sur lequel on dépense moins que les autres, 3 milliards de moins que les Allemands. Alors on dépense beaucoup plus en transport sanitaire et beaucoup moins en prévention et ça c'est dommage parce que la médecine de demain, vous êtes les mieux placés pour le savoir, elle va être dans l'anticipation. Voilà. Elle va être beaucoup plus dans l'idée de dire attention, vous avez telle et telle et telle fragilité qu'on peut déjà déceler aujourd'hui, que ce soit des fragilités génétiques, familiales, que ce soit aussi lié à des comportements et vous risquez ça, ça, ça et ça. Et pour l'empêcher, il y a telle et telle chose à mettre en place avec votre médecin et vous serez en meilleure santé, vous vivrez plus longtemps évidemment, mais aussi en meilleure santé plus longtemps. Et tout ça, c'est ce qu'on attend de la médecine de demain. Ça passe aussi par la médecine de ville parce que ce sont les médecins de ville, les médecins généralistes mais aussi les spécialistes qui connaissent le mieux leurs patients parce qu'ils ont aussi la connaissance du patient sur le long terme. Ça demande d'avoir une autre vision aussi de la data de chaque patient, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir le dossier médical beaucoup plus partagé que ce qu'on a encore à l'heure actuelle, mais ça demande aussi des efforts supplémentaires vraisemblablement de la part des médecins de ville
pour des médecins libéraux, donc, pour être dans une permanence des soins, d'une certaine manière, au niveau des territoires, en ville. Et là, il y a vraisemblablement quelque chose à faire qui demande aussi de revoir le mode de rémunération. Est-ce que le caractère libéral de la médecine, liberté d'installation, libre choix du patient, liberté de prescription du médecin, est-ce que c'est compatible avec notre système solidaire? Est-ce qu'on peut être aujourd'hui un médecin libéral dans un système solidaire qui est très réglementé? Le caractère libéral, évidemment, est fondamental, mais il sera forcément petit à petit, à terme, aussi encadré. Aujourd'hui, il est très encadré par la CNAM et demain, potentiellement, en tout cas nous, c'est ce qu'on souhaite à la Fondation IFRAP, il serait encadré potentiellement par l'assureur qui serait choisi par le patient. C'est-à-dire qu'il y a toute la question du parcours de soins, du réseau de soins que nous n'avons pas aujourd'hui en France et du guidage du patient, patient ou client, comme on veut l'appeler, du point de vue qu'on se place, qui doit être mieux guidé dans le système de soins. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour le patient à savoir où s'adresser, comment finalement se faire soigner, même si on essaie d'avoir l'information. L'information est difficile à saisir. Et ça, c'est quelque chose que les pays du nord de l'Europe ont beaucoup mieux compris avant nous. C'est-à-dire que quand vous souffrez de telle ou telle pathologie, il y a une meilleure indication sur quels sont les meilleurs endroits pour se faire soigner. Et donc là, il y a aussi la reconnaissance de la qualité, de l'excellence. Et c'est là qu'intervient aussi la question de l'information sur la qualité du soignant. Et ça, c'est très important aussi, c'est ce que font par exemple certaines revues, certains hebdomadaires, etc. Mais à un moment ou à un autre, il y a toute cette information à la fois sur le montant à payer pour la consultation, mais aussi la qualité et l'excellence du médecin, qu'il soit généraliste ou qu'il soit spécialiste. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir beaucoup plus communiquer auprès des patients. Et là-dessus, on est en retard encore sur ce sujet-là. Alors demain, plus encore qu'aujourd'hui, il y aura un besoin de médecine qu'on appelle libérale, mais en fait qu'on peut appeler tout simplement médecine de ville. Pourquoi est-ce qu'il y aura ce besoin très important? Parce que tout simplement, ça coûte moins cher d'aller se soigner en médecine de ville, même si vous êtes dans un gros cabinet, même si vous êtes dans une mini-clinique, même si vous êtes dans une maison de santé organisée, gérée par des médecins, ça coûtera toujours moins cher qu'un établissement hospitalier. Et dans une situation de vieillissement de la population, de pénurie de financement public, comme nous le connaissons aujourd'hui, dans ce temps qui finalement demande que chaque euro d'argent public soit utilisé de manière plus efficiente, le choix de plus aiguiller vers la médecine de ville est un choix qui va s'imposer à tous. Donc après, la question c'est quel va être le niveau d'accélération et quel va être le contrat passé entre cette médecine de ville qui va devenir finalement une médecine de ville avec le niveau de mini-hospitalisation, enfin, c'est un peu ça qui certainement va se dessiner dans nos territoires, notamment nos territoires ruraux, et comment va se passer ce contrat, notamment sur la permanence des soins, 24 heures sur 24, sur le relais entre les différents médecins, pour le fait qu'il y ait toujours quelqu'un, même pendant les périodes de vacances, même pendant les périodes de pont, même pendant les périodes de Noël, même pendant les périodes estivales, et l'idée aussi que le médecin soit joignable tout le temps, c'est-à-dire avec une relation beaucoup plus directe pour le patient. Comme d'ailleurs c'était le cas dans la ruralité, si on remonte peut-être dans les années 50-60, où il y avait ce lien très très proche qui s'est un peu distendu, peut-être parce qu'on a trop hospitalo-centré notre système. On a distendu le lien très très fort entre le médecin libéral, le médecin soignant et son patient. Donc ça c'est quelque chose qui va se recréer vraisemblablement petit à petit, aux antipodes de ce que souhaiteraient certains qui sont dans le secteur hospitalier et qui eux voudraient finalement quasiment faire le travail de la médecine de ville et complètement l'évincer, sans calculer que ce sont des milliards d'euros que ça nous coûterait chaque année en plus si on se disait demain il n'y a plus de médecine de ville et tout passe
par des hôpitaux. Alors là, on est sûr de faire exploser la note et en plus on va complètement à l'encontre de l'idée justement de l'ambulatoire, des soins de suite qui se font en dehors de l'hôpital, etc., etc. Pour que les médecins libéraux deviennent aussi des entrepreneurs, et ça c'est fondamental, mais on voit ça dans beaucoup de professions, hein, pour que finalement il y ait l'idée à la fois d'exercer sa profession, qui est aussi un dévouement, une passion, un sacerdoce, enfin, comme on veut l'appeler, mais aussi de s'intéresser à la gestion. Il y a une formation à mettre en place. Vraiment, il faut que ça fasse partie de la formation du médecin, de tous les médecins, pour qu'il n'y ait pas une incompréhension d'un bilan, d'un compte de résultats, que finalement le médecin ne soit pas juste une entité à part et un indépendant, mais puisse être un chef d'entreprise, lui-même créer sa propre structure, peut-être pourquoi pas salarier d'autres médecins, mais qu'il y ait cette idée que ça reste aussi dans une activité médicale, dirigée aussi avec des associations de médecins et avec l'idée aussi de toujours conserver un lien entre rémunération et acte et activité, parce que c'est toute la difficulté en fait, hein, de ne pas inciter à empiler les actes et à augmenter le nombre d'actes de manière factice, mais de l'autre côté ne pas se mettre dans une logique finalement de rémunération quelle que soit l'activité en face. Et c'est ce que l'hôpital d'ailleurs n'arrive pas à faire, puisqu'ils ont bien sûr des médecins salariés, statutaires à vie. Et on voit très bien qu'on a un problème finalement, et on le voit par rapport, quand on compare le nombre de médecins à l'hôpital par rapport aux autres pays, on voit qu'on n'est pas très bon. Pourquoi? Parce que on a mis tout le monde sur le même pied. Donc que vous soyez excellent et que vous soyez extrêmement demandé et que vous ayez une patientèle très développée, beaucoup de personnes qui veulent venir se faire opérer, par exemple si on parle d'un chirurgien dans votre service de l'hôpital public, ou que vous soyez bien moins bon, bien moins reconnu, vous allez avoir finalement une carrière relativement identique. Et ça, il ne faut pas que ça imprègne, que ça se transmette finalement du monde hospitalier à la médecine de ville. Ça, il faut faire tout en sorte pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut se dire que le médecin de ville devrait pouvoir aller exercer ensuite à l'hôpital. Plutôt, voilà, là, il y a vraiment l'idée que c'est la ville qui doit aller vers l'hôpital et pas l'hôpital qui doit imposer son modèle à la ville. Et ça, c'est certainement quelque chose qu'il faut aussi concevoir avec l'idée de faire évoluer énormément nos hôpitaux publics. C'est-à-dire supprimer le statut d'embauche des médecins, aller vers des contrats, aller vers de la rémunération aussi à l'acte, à l'activité. Je ne parle pas là de la T2A bien sûr, mais pour la rémunération mensuelle des médecins qui exercent à l'hôpital, et ne plus avoir de murs étanches, un peu comme on voit aujourd'hui entre les cliniques privées, les hôpitaux publics, sachant que le médecin de ville peut tout à fait monter à terme sa propre clinique. Donc il doit y avoir beaucoup plus de liberté aussi au niveau des agences régionales de santé pour pouvoir développer sa propre structure, et c'est là qu'on voit le tropisme entrepreneurial qui doit être beaucoup plus prégnant, et donc que finalement que le médecin ne soit pas complètement enfermé dans sa spécialité, dans son savoir, mais sans pouvoir finalement développer, embaucher, créer, innover. Donc tout ça, ça doit être complètement inhérent au métier du médecin du 21e siècle, sachant qu'il faut montrer aussi au pouvoir public que tout ça, ça permet à terme des économies et pas des dépenses supplémentaires. Si on regarde le nombre de médecins en France ou en Allemagne, on est un peu en dessous, hein. Donc avec le numerus clausus qui va remonter, on va rattraper des points. On est à 3,3 médecins pour 1000 habitants alors qu'ils sont à 3,8, donc petit à petit ça va remonter. Mais la question, c'est aussi la rémunération des médecins. Les médecins allemands ont des rémunérations beaucoup plus importantes. Je vois un effet de notre fiscalité française dans tout ça. Alors peut-être qu'il ne faut pas le surestimer,
mais on a vraiment chez nous une augmentation de la pression fiscale quand on monte dans les niveaux de rémunération. Et si on veut vraiment que nos médecins, qui font forcément partie, puisque c'est eux aussi qui ont fait parmi les plus longues études, qui se sont en plus si vous vous êtes spécialisés, etc., etc. Donc on arrive dans des niveaux de rémunération qui sont dans le dernier décile de la population, hein, il faut bien le reconnaître, et ce sont eux qui prennent la cascade fiscale la plus importante. On l'a montré dans une étude de la Fondation IFRAP, hein, ces dernières années, l'évolution de la fiscalité sur les ménages, elle s'est reportée massivement sur cette population-là. Et on voit très bien que quand vous additionnez la totalité des impôts directs, c'est-à-dire CSG, impôt sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes évidemment sur les successions, mais aussi ISF, vous additionnez tout ça, ça fait 250 milliards. Et bien, le dernier décile, les 10% qui touchent le plus en rémunération, et dedans, il y a beaucoup de médecins, notamment de médecins libéraux, eh bien, ils payent plus de la moitié de l'addition de tout ça. Hein. Alors qu'ils sont que 10%, ils payent la moitié. Et ça désincite les médecins aussi à augmenter leur activité en ville. Donc, si on veut vraiment inciter nos médecins de ville à être plus présents, à être là 24 heures sur 24, à être là les week-ends, à être là pendant les vacances, pendant les ponts, etc., etc., à être beaucoup plus au service de leurs patients, il y a un problème fiscal. Hein. Et ce problème fiscal, il va falloir le résoudre, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Hein. Et il faut le résoudre. Alors, il y a plusieurs idées. Bon, moi, je peux en développer une, mais elle ne sera peut-être pas constitutionnelle parce que c'est difficile de traiter les médecins différemment, des avocats différemment, etc. Mais à un moment, il faut que la pression fiscale arrête d'augmenter quand on continue de monter dans les niveaux de rémunération. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'incitation à faire de la comptabilité à l'envers. À un moment de l'année, on se dit ben là, j'arrête parce que j'ai déjà atteint le niveau sur lequel je considère que je ne peux plus ensuite payer plus d'impôts et que finalement, si je travaille plus, tout ce que je vais finalement générer comme revenu va quasiment m'être enlevé aux 2/3 ou à 60 ou 70%. Et ça c'est clairement un sujet très important en France et qui est totalement sous-estimé. Les professions médicales, spécialement en ville, sont souvent concernées par finalement cette pression fiscale très importante qui fait qu'à un moment, il y a un dégoût d'augmenter, de travailler plus finalement, et que certains gèrent leur période de congé par rapport à la question de la fiscalité. Et ça, il ne faut absolument pas le sous-estimer, il faut faire passer des messages sur le sujet, il faut montrer des cas pratiques, des cas microéconomiques de spécialistes, de médecins généralistes, et montrer pourquoi, à un moment, ça fait des trous dans la raquette de la permanence des soins et ça se reporte aussi sur les urgences. Si on veut résoudre ce problème fiscal, il y a quand même des choses qui existent déjà en France. Aujourd'hui, le gouvernement a reconnu qu'il valait mieux défiscaliser les heures supplémentaires, bon, à une certaine hauteur, hein, mais voilà. Donc depuis 2019, c'est à nouveau en place. Bon, on fait des allers-retours, mais c'est revenu. Les primes des ambassadeurs dans les pays à risque, elles ne sont pas fiscalisées. Hein. Donc ça existe aussi pour tout le corps diplomatique aujourd'hui bénéficie d'une fiscalité très très allégée sur le revenu. Sur les opérations extérieures de nos militaires, il y a aussi des primes qui ne sont pas fiscalisées. Donc voilà, il y a quand même des moyens qui peuvent exister pour avoir de très fortes incitations fiscales et non pas simplement des toutes petites incitations fiscales. Si on veut vraiment organiser les choses de manière, disons, professionnelle, avec une vraie rigueur et que sur l'ensemble du territoire, et je pense que c'est possible, il y ait 24 heures sur 24 une permanence des soins en dehors de l'hôpital public, ça fera grincer des dents évidemment du côté de l'hôpital public, mais fiscalement il y a tout à fait de quoi inventer des choses qui peuvent tenir la route parce que c'est le cas dans d'autres corps de métier et que visiblement ça gêne personne. C'est évidemment une chance, mais c'est aussi l'avenir, la médecine libérale. Pourquoi? Parce que on va vers un système qui va être de plus en plus
déconcentré, qui va être de plus en plus territorialisé, avec aussi des consultations qui vont être télétransmises potentiellement. Donc la téléconsultation, on y est, ça va se développer de plus en plus. Et c'est normal et c'est le sens de ce qui va se passer. Donc maintenant, le médecin libéral, il va jouer un rôle très important en la matière, mais il ne faut pas qu'il oublie que tout est régi en France par l'assureur, par la CNAM, et que ça, finalement, ça rend le caractère de notre organisation très monolithique, et que l'intérêt à la fois du patient, du soignant, qu'il soit en médecine de ville, qu'il soit à l'hôpital, c'est qu'à un moment, il y a une pluralité d'acteurs qui s'installent et non pas simplement cette grosse organisation publique qui fait qu'on est beaucoup plus lent à voir les innovations, on est beaucoup plus lent à changer, à bouger, et que finalement ça pénalise tout le monde, toute la chaîne de soins, à la fois les soignants, à la fois les patients. Et que si on veut garder une médecine d'excellence, et je pense que c'est le cas de tout le monde, de tous les côtés, eh bien, il faut réfléchir à ce qu'ont fait les Suisses, à ce qu'ont fait les Hollandais, à ce qu'ont fait les Allemands, mettant de la concurrence entre les assureurs. Parce que c'est là aussi que se crée l'innovation. Il n'y a pas que l'innovation médicale, il y a aussi l'innovation de l'organisation du système. Et on ne peut pas parler que médical, que organisation médicale. Il faut aussi à un moment qu'on parle des assureurs et que le médecin puisse aussi avoir plusieurs interlocuteurs. C'est une part de sa liberté qui est en jeu. Et ça, la régulation, la réglementation, elle sera moins difficile finalement à supporter s'il y a une part de possibilité de contractualiser avec les uns ou avec les autres, de travailler avec des gens qu'on a choisis, parce que finalement, ce qu'on ne choisit pas du tout dans le système français, c'est le régulateur, c'est la CNAM, il n'y en a qu'un, il n'y a que cette solution-là, et alors qu'on a en plus 2 étages, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi les complémentaires santé qui maintenant sont devenus obligatoires, ce qui fait qu'aussi on a un surcoût gigantesque du système, hein. Ça nous coûte 16 milliards d'euros par an en coûts administratifs de ces 2 étages, ça devrait nous coûter 5 à 6 milliards d'euros de moins tous les ans, hein. Et ce serait de l'argent qu'on pourrait dépenser aussi dans des meilleurs soins pour les Français. Et donc, n'oublions pas cette question-là. Je sais que ça fait peur aux médecins parce qu'ils ont peur des réseaux de soins, etc., etc. Mais il serait certainement mieux dans un système multipolaire avec une organisation avec plus de choix finalement pour eux que dans le système actuel qui est finalement extrêmement corseté et qui n'admet qu'un tarif unique, etc., etc. Là, il y a besoin aussi de plus de liberté de ce côté-là. Il ne faut pas en avoir peur.